Eric et Sabine, je pense que je vais démarrer par une petite introduction en fait pour dire bonjour à tout le monde, à tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'on a déjà pas mal de monde en fait de connectés. Oui, et comme tu as beaucoup de choses à dire, je propose qu'on Oui, démarre. d'accord, très bien. Bonjour à tout le monde. Je suis Johan Garcia. Je vais mettre aussi un petit peu la vidéo, juste une petite minute au début, et après je la couperai pour le temps de parler. Johan Garcia, du club utilisateur JD Edwards. Ce webinaire-là est organisé avec le club utilisateur Oracle OFO, le club PeopleSoft et le club Oracle JD Edwards, et avec la participation plus que participation d'Oracle France, et on leur remercie pour tout le travail de préparation accompli. On a voulu faire, et je laisserai dans quelques instants la parole à Eric qui vous expliquera un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus en détail en fait le programme de notre webinaire du jour. On a voulu faire quelque chose qui soit centré intelligence artificielle bien sûr et entreprise, donc qui répondent totalement aux attentes et aux questions de nous professionnels de l'entreprise qui utilisons des outils et qui nous posons des questions sur des choix technologiques et aussi en fait des opportunités. Et donc voilà, moi je voulais juste reprendre un premier chiffre avant qu'on démarre, en fait, qu'une étude de PwC, en fait, que j'ai lue il n'y a pas longtemps, en fait, qui dit qu'il y a déjà 23% des projets en fait pilotes de l'IA en fait qui sont en cours actuellement, 18% en fait qui sont mis en œuvre. Et parmi la population, donc ça c'était un sondage sur 2020, il y aurait 42% en fait des personnes qui se seraient intéressées déjà au sujet. Donc, ça veut dire que si vous êtes connecté aujourd'hui, vous faites partie des 42%, où vous êtes en train de faire évoluer ces 42%, ce qui justifie de fait totalement le fait qu'on fasse un petit peu ce webinaire de décryptage aujourd'hui. Et voilà, je remercierai également toutes les personnes à la fin, mais je fais très rapidement. Je remercie Eric Vessier, Valérie Sturbois, Hélène Napoli, Marie-Claude Joran, Eric Marissot et Sabine Grosdidier et Patricia Azzaro qui sont aussi derrière, en fait, qu'on ne voit pas, mais qui participent à l'organisation avec nous. Et puis Eric, je te laisse la parole pour introduire. Ah si, un point que je n'ai pas signalé, en plus des différents clubs utilisateurs, on a également l'école Saisie, en fait, à qui on a ouvert les portes pour ce webinaire, parce qu'il y a vraiment un rapport entre le programme et puis le côté pragmatique, opérationnel et entreprise de ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, plusieurs étudiants nous ont rejoints et il y a aussi des campus qui nous ont rejoints et qui rediffusent dans leur amphi. Donc, bonjour à tous et puis bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir virtuellement aujourd'hui. Eric, je te laisse faire la petite intro. Oui, merci Johan. Donc, je suis Eric Vessier, donc je suis consultant chez Oracle France, spécialisé sur les parties Data Science Analytics de l'offre d'Oracle. Donc, on va avoir l'occasion, donc là c'est le premier numéro d'une série de 3 numéros, comme vous avez peut-être compris sur donc le site sur lequel vous êtes inscrit pour aujourd'hui. En fait, on a donc avec les clubs utilisateurs, on a décidé d'organiser 3 numéros, contenu étant relativement riche, pour échanger avec vous. Bien sûr, c'est beaucoup nous qui allons parler, et aujourd'hui, Johan et moi, donc, pour cette première partie. L'idée, c'est justement de vous faire découvrir davantage comment, aujourd'hui, avec Oracle, on traite l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, cette première partie d'aujourd'hui, on ne va pas parler que d'Oracle, loin de là. On va aussi parler justement de manière plus générale. Et c'est l'idée, hein, on ne va pas tout focuser autour d'Oracle, mais justement aborder ce sujet-là. Mais quand même, il y aura ce focus sur le contenu d'Oracle pour le faire découvrir parce que oui, Oracle aussi est présent sur ce sujet. Donc le deuxième rendez-vous, ce sera le 15 octobre, j'aurai l'occasion de le rappeler, qui sera plus un focus sur la partie dite application chez nous. Et le troisième volet, donc le 5 novembre, sera plus sur la partie dite tech, donc plus ce côté, on va dire, IT. Et vous verrez que justement, l'aspect technique peut être très intéressant pour des profils aussi de personnes qui travaillent plus avec les métiers et qui sont en fait intermédiaires entre ces deux-là. Donc aujourd'hui au programme,
trois parties: la présentation générale de l'intelligence artificielle, des cas d'usage, donc avec des cas d'usage de manière plus générale et des cas d'usage avec des références Oracle, et puis un premier niveau, on va dire, sur l'offre d'Oracle, un overview sur l'offre d'Oracle, qui sera davantage détaillé dans les numéros 2 et 3 qui vont suivre donc, dans les semaines à venir. Donc, je vais laisser la parole à nouveau à Johan, donc, qui va justement va vous donner plus d'informations sur cette partie. Qu'est-ce que l'IA, d'où ça vient et pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Merci Eric. Effectivement, une première slide un petit peu pour tenter de définir l'intelligence artificielle. Avant ça, je voudrais vous citer en fait quelques chiffres. Je vous ai déjà parlé de PwC à l'instant. J'avais un autre sondage en fait qui date de 2019 en fait et qui disait que dans les 4 années à venir, il y a 80% des cadres qui avaient été interrogés dans ce sondage, hein, bien sûr, prévoyaient des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Donc ça donne un petit peu aussi un ordre d'idée des tendances. Et puis, un autre chiffre encore, sur des startups. On a en France, en fait, 650 startups qui utilisent l'intelligence artificielle dans différents produits et services, en fait. Souvent, ils n'ont pas forcément développé des algos d'intelligence artificielle. Ils utilisent probablement même des services qui existent déjà de l'éditeur qui vous présente aujourd'hui ces solutions, ou peut-être même d'autres éditeurs. Et donc, ça fait de la France un des pays européens avec le plus de startups sur ce domaine. Et c'est surtout en fait la France qui détient aussi un peu le record, celui des levées de fonds autour de l'IA. Et on est à peu près aujourd'hui à un peu plus d'1 milliard d'euros de levée de fonds autour de l'IA. Donc ça, c'est les chiffres. On aura d'autres chiffres tout à l'heure qu'on partagera avec Eric. Mais c'était un petit peu pour contextualiser la chose. Donc, pas évident d'avoir une seule définition et nous, on a choisi de faire ce webinaire avec le titre « Intelligence artificielle et entreprise » et pas forcément de faire un webinaire qui soit « Machine learning et entreprise ». Mais vous allez voir dans les définitions qu'on va vous donner, on va vous parler aussi de machine learning, mais du coup, pas seulement. Intelligence artificielle, c'est donc un peu plus vaste, un peu plus vague peut-être aussi, et vous allez voir sur les slides qui viendront après qu'il y a d'autres technologies qui gravitent autour et ces technologies, elles interagissent avec l'IA ou elles bénéficient en fait des qualités de l'intelligence artificielle et c'est aujourd'hui toutes ces technologies que l'entreprise peut exploiter. Donc en définition, on a gardé en groupe celle-ci qui est celle de John McCarthy, qui est un des pères de l'intelligence artificielle, que j'aime beaucoup. Moi, cette définition qui dit « toute activité intellectuelle peut être décrite avec suffisamment de précision pour être simulée par une machine ». Alors, c'est une définition, et en même temps, on a presque l'impression que c'est un pari, surtout pour nous qui travaillons en entreprise, parce qu'on sait qu'on a effectivement des activités et des process parfois qui sont très compliqués, qui sont compliqués et qui nécessitent des analyses. Et on a déjà beaucoup de travail à faire fonctionner ces process correctement dans nos systèmes d'information. Mais c'est un pari, un challenge intéressant qui a été donné ici, quoi. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est quand on essaye de définir l'IA et qu'on regarde comment on la définit, on s'accorde sur plusieurs critères qui sont sa capacité en fait à apprendre, sa capacité à s'adapter et sa capacité à modifier son comportement. Donc ça, globalement, c'est les critères qu'on va retenir à chaque fois. Mais si on regarde sur le plan historique, et moi je vais vous parler un tout petit peu d'histoire, je vais vous dire pourquoi je vais vous parler un peu d'histoire, parce que j'aime bien ça déjà, et parce qu'en fait, je trouve que ça nous aide à savoir exactement d'où on part et pour mieux comprendre où on va. C'est comme si un peu on regardait des données en fait historiques pour à partir de ces données en fait faire des extrapolations ou des prédictions. Et en gros, c'est un peu aussi ce que fait l'intelligence artificielle et le machine learning que nous allons voir après. Donc peut-être, j'espère qu'on vous donnera des idées en fait qui vous permettront de vous projeter dans vos prochains projets. Et si on regarde bien, là, on a une frontière effectivement de l'IA en termes de définition qui a un peu évolué dans le temps, parce qu'à une époque, on avait des challenges en fait, et puis finalement, il y a une partie de ces challenges là aujourd'hui qui sont déjà en partie résolus. Donc voilà, je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ces notions-là avec une frise chronologique. Eric, si tu veux nous montrer l'autre slide.
Du coup, pour nous aider dans la définition et le décryptage de l'IA, on vous propose un petit peu de découper ça et d'un petit peu démystifier le vocabulaire, de vous parler premièrement du machine learning, de vous en dire quelques mots, et puis du deep learning. Et c'est des termes qui seront peut-être un peu mieux définis et illustrés dans la suite en fait, du webinaire par Eric, notamment avec les cas qui vont vous être présentés. Ça vous aidera à comprendre, pour ceux qui ont besoin encore de comprendre et de situer les choses, à quoi ça sert. Si on fait de façon très synthétique une définition, on pourrait dire que le machine learning va travailler en fait sur des données en fait, et va chercher à identifier un certain nombre de patterns pour pouvoir restituer des informations qui peuvent être des décisions ou des classifications en fait. Globalement, c'est utilisé pour des modèles qui nécessitent des précisions souvent qui peuvent être recalculer ou affiner en fonction des données. Donc, quand on a créé notre modèle, on va pouvoir lui injecter des nouvelles données et on va pouvoir avoir de nouvelles informations. C'est globalement aussi très utilisé en imagerie. Et puis, le machine learning est également très utilisé sur tout ce qui est intelligence artificielle liée au médical. C'est là où on fait d'énormes progrès, par exemple pour détecter des cancers ou des choses comme ça. Au niveau du machine learning, si vous avez déjà entendu ces termes, on parle surtout d'apprentissage supervisé, en fait, qu'on va souvent confronter à l'apprentissage non supervisé. Ça veut dire quelque part, le machine learning requiert une phase d'apprentissage, un petit peu aussi comme le deep learning, mais on va avoir besoin un petit peu de le guider et de lui indiquer des facteurs ou des paramètres, en fait, pour lui dire, tiens, tu fais ta recherche en prenant en compte ces paramètres. Que le deep learning, on est sur un apprentissage un peu plus profond, où là, on n'a pas forcément besoin de préciser dans quel sens, dans quelle direction on va vouloir rechercher. En fait, l'algorithme de lui-même va chercher des corrélations, va les mettre en avant. Et c'est une discipline plus poussée, une sous-discipline plus poussée du machine learning, en fait. Donc là, on va parler d'apprentissage non supervisé. On parle aussi d'apprentissage profond. Et c'est souvent dans le deep learning qu'on va exploiter, si vous avez déjà entendu parler, en fait, les réseaux de neurones. On s'en sert plutôt pour des volumes de données en fait colossaux. Sinon, on dit globalement souvent que le deep learning est moins intéressant, moins efficace pour des volumes de données plus faibles. Et puis, ça sert, comme je vous disais, à trouver des corrélations, effectivement, sans avoir été guidé. Alors, juste, c'est pas pour vous faire peur, mais j'avais noté quelques noms, et je ne prendrai pas beaucoup plus de temps, Eric, promis. J'avais noté quelques noms en fait, d'algorithmes qui sont utilisés dans le machine learning, donc on peut en avoir énormément. Donc, je vous donne simplement les noms, et après, je vais vous donner des dates un petit peu, parce que c'est assez surprenant de voir quand ces concepts ont été inventés, notamment en machine learning, et ceux qui en font déjà l'utilisent déjà très probablement. On utilise la régression linéaire, en fait, qui est très utile notamment pour les prédictions. Je pense que peut-être tout à l'heure, on aura même quelques exemples. On utilise autre chose qui s'appelle la machine à vecteur de support. Je vous les donne comme ça, après je vous donne d'autres informations. La classification naive bayésienne qu'on doit à M. Bayes, donc vous connaissez si vous avez fait un petit peu de maths dans les années passées, si c'est encore un petit peu frais dans vos têtes, c'est un grand mathématicien. La logique de régression ou encore l'algorithme des plus proches voisins. Simplement, si on prend les choses sur angle d'histoire, en fait, ces algorithmes et ces théorèmes mathématiques, ils n'ont pas été inventés d'aujourd'hui, en fait. Donc, en réalité, ce qu'on va exploiter aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a possibilité dans différents langages de programmation d'appeler ces algorithmes pour les utiliser sur nos données et faire un travail sur nos données. Mais en réalité, par exemple, si je prends la régression linéaire dont je vous ai parlé, le concept, il a été inventé en 1886. Donc, on n'a pas écrit l'algorithme à cette époque. On n'avait pas ça, évidemment, sous forme informatique comme aujourd'hui, mais le concept, il date de cette époque. Si on prend les machines à vecteurs de support, ils ont été inventés entre 89 et 91. C'est quand même plus récent. Mais l'idée, en fait, de base, elle venait des années 70. Donc, les machines à vecteurs de support, c'est surtout beaucoup utilisé en bioinformatique, même en finance, et ça sert à faire de la classification. C'est un terme qu'on va retrouver assez souvent, la classification. Bayes, et puis après je fais un peu vite, son théorème, en fait, il date des années 1763, il a été publié de façon posthume. Donc c'est pour vous dire, en fait, qu'effectivement, on est sur des révolutions, certes, mais sur une évolution aussi et sur des bases qui sont travaillées depuis longtemps, notamment sur le plan mathématique des choses.
Voilà, Eric, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si on passe sur la... Oui, on va avancer puisqu'on aura l'occasion de toute façon de revenir sur certains termes et donner des exemples en fait qui vont illustrer ces éléments-là. Tout à fait. Donc, je vous ai dit qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu le terme global qu'on utilise aujourd'hui. Si vous voulez parler de façon un peu scientifique avec des spécialistes et de façon précise, il faudra parler de machine learning ou deep learning, mais il n'y a pas que ces technos-là. Ça, c'est vraiment des technos où on va travailler la donnée. Tout ça, vous connaissez aussi sûrement la data science et la big data. Je laisserai Eric en dire d'autres mots tout à l'heure. Mais il y a d'autres technos, notamment les chatbots. Les chatbots, ce n'est pas tout le temps de l'intelligence artificielle. Ça se base sur une technologie qui s'appelle le Natural Language Processing. En termes d'histoire, on verra de quand ça date, en fait. Donc, on a appris à comprendre le fonctionnement syntaxique des langues pour pouvoir avoir des agents aujourd'hui conversationnels avec lesquels on a des débuts de conversation plus ou moins sophistiqués selon la technologie utilisée. Mais les chatbots aussi, les versions plus sophistiquées des chatbots font aussi appel à du deep learning et en fonction des réponses que vous donnez à certains de ces outils, vous allez avoir des questions plutôt que vous donnez, vous allez avoir des réponses qui vont s'affiner ou des recherches qui vont être faites où la qualité de la conversation elle peut être améliorée aussi. Donc ça, c'est une grosse part aujourd'hui, le chatbot et la technologie NLP de potentiel et de plus-value pour l'entreprise parce que c'est un moyen d'avoir un nouvel axe de communication avec éventuellement des clients et un nouvel axe de communication. Une autre technologie aussi qui a le vent en poupe, qui n'est pas toujours liée à l'IA, au deep learning, au machine learning, mais qui est très intéressante, et je pense que si on a l'occasion de développer d'autres webinaires, on travaillera aussi dessus, c'est le RPA. RPA, ça veut dire quoi? C'est Robotic Process Automation. Si je veux simplifier, vous faites beaucoup d'actions où les utilisateurs de votre entreprise font beaucoup d'actions en fait, sur les postes. Certaines sont répétitives en fait, et pourraient être optimisées. Elle pourrait être automatisée plutôt et on va avoir des agents qui sont capables d'enregistrer en fait ces différentes actions que vous faites sur vos postes pour les rejouer. Mais bien sûr, on peut mettre de l'intelligence dans ces agents à différents niveaux, donc soit uniquement algorithmique et des fois on peut pousser beaucoup plus loin jusqu'à connecter effectivement du deep learning, voire même jusqu'à connecter du chatbot et vous pourriez converser. Notamment, c'est le cas nous sur nos ERP, vous m'avez déjà eu quelques démonstrations de ça. On peut commencer à converser avec le chatbot et il va effectuer un certain nombre d'actions qui sont soit préenregistrées mais avec des parties variables. Ah oui, je pense que... Oui, donc ce qu'on voit en fait, c'est l'interaction de plus en plus forte entre différents types de technologies. Et on le voit notamment à travers le big data également, où donc le sujet qui a eu un essor important il y a quelques années, qui s'essouffle un petit peu aujourd'hui, mais qui a trouvé des interactions, on va dire, quasi évidentes avec toute la partie justement de l'intelligence artificielle, parce que le big data, c'est vraiment la technologie autour de la donnée, comment traiter la grosse volumétrie, la complexité de la donnée, et justement la mise en valeur de l'usage du big data, c'est de pouvoir utiliser les technologies dites d'intelligence artificielle qui vont permettre d'extraire davantage l'information utile et donc d'aller à l'essentiel par rapport à la quantité importante d'informations que l'on doit traiter aujourd'hui pour pouvoir justement avoir des avancées par rapport à ses concurrents dans le monde de l'entreprise en particulier. Pour compléter ce que Johan vient de dire, donc sur ces types d'interactions, on a voulu compléter avec un autre type de langage. Donc, chez Oracle, on parle beaucoup de database. On se dit, mais oui, mais la database par rapport à ça, comment ça se positionne? D'un point de vue théorique, la database, c'est complètement à part. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec tout cet aspect d'intelligence artificielle. Et il y a d'autres vocabulaires aussi qu'on a utilisés précédemment. Bien sûr, les statistiques. On parle aussi d'analytique ou d'analytique prédictive qui se décline, elle, par contre, au côté justement machine learning. Et puis un terme aussi des années 90, c'est le data mining. Data mining, en fait, c'était le précurseur du machine learning. Et en effet, il y a des interactions entre le data mining et le machine learning. Là aussi, il y a des définitions qui sont différentes en fonction des interlocuteurs.
il y a des débats, alors, un peu moins maintenant, mais il en existe aussi. Je dirais que ce n'est pas si important que ça, les définitions aujourd'hui, c'est de savoir de quoi on parle en fait, derrière tout ça. Souvent, aujourd'hui, on associe le machine learning dit classique au data mining. Et donc, on va retrouver des techniques qu'on utilisait côté data mining, dont certaines ont été citées par Johan tout à l'heure, qu'on retrouve côté machine learning. Donc, pour les plus anciens d'entre nous qui ont bien connu le data mining, je m'associe à eux hein, parce que j'en fais partie, on peut se dire, mais oui, mais quand on a vu arriver le machine learning, on s'est dit, mais on est en train de réécrire le data mining. Grosse différence, c'est cette partie d'interaction, l'apport du deep learning, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'à part, la généralisation des réseaux neuronaux, là aussi, côté data mining, on était loin de tout ça, et puis surtout, l'usage l'apprentissage, la façon d'apprendre, de construire les modèles, on peut partir de zéro dans le machine learning, alors de data mining, on ne part pas de zéro, on part d'un échantillon, on crée un modèle, et on a un côté un peu plus rigide dans le data mining qu'on a moins côté machine learning, d'où l'engouement du machine learning. Et puis, donc l'intelligence artificielle englobe le machine learning, et de plus en plus, justement, de cas intègrent systématiquement du machine learning dans un dossier d'intelligence artificielle. Et puis, il y a cette notion de data science qui intervient aussi. De plus en plus, d'ailleurs, chez certains éditeurs ou chez certains prestataires de services. Pourquoi? Parce que, quel que soit le vocabulaire, la data science, c'est la discipline, un peu comme l'informatique. Et finalement, à travers le temps, quels que soient les phénomènes de mode, la terminologie de data science a quelque chose de plus, on va dire, pragmatique et peut-être plus stable dans le temps. Et c'est peut-être la terminologie qui restera. Et c'est étonnant parce que c'est le terme qu'on utilise pour définir le persona central autour de ça, c'est-à-dire le data scientist. Donc, peu importe finalement le vocabulaire, mais ces notions-là s'imbriquent les unes des autres. Ce qui prête encore plus à confusion, c'est que quand on regarde la database aujourd'hui en termes d'offres, elle embarque justement aussi des fonctionnalités de machine learning, d'intelligence artificielle. C'est déjà un peu évoqué par Yohan tout à l'heure. On va le voir à titre d'exemple aujourd'hui et puis dans les deux autres numéros qu'on va vous proposer, justement pour vous montrer que ça crée encore plus de confusion. On en a conscience en termes de vocabulaire. Les frontières sont moins évidentes, surtout quand on parle de logiciels et d'outils, de services qu'on peut appeler. Mais ce qui compte, c'est de savoir que derrière, il y a donc, soit des disciplines, soit des algorithmes, des technologies qui, à l'origine, d'un point de vue théorique, étaient relativement différentes et se complétaient plutôt que de s'imbriquer. Donc, je redonne la parole à Yohan pour la partie plus, justement, pourquoi l'IA, avant d'aborder la partie chronologie. Je vais essayer de faire assez vite, en fait. Pourquoi l'IA? Voilà, simplement, on a récupéré en fait 5 critères. En fait, ces 5 critères en fait sont pas évalués par nous. En réalité, ils sont évalués par des travaux qui ont été faits par Accenture avec Harvard Business Review, qui ont été publiés. C'était une étude qui visait à savoir visait à estimer quelle était l'efficacité des projets d'intelligence artificielle dans un certain nombre d'entreprises qu'il avait menées, en fait, ces projets-là. Et il y avait plus d'un millier d'entreprises déjà qui avaient réalisé ces projets. Et donc, il y avait 5 critères, en fait, sur lesquels on avait classé ces entreprises pour pouvoir estimer un petit peu leur gain de performance. Et ces 5 critères, ce sont ceux qu'on vous a affichés là. Le gain de temps, la rapidité, la personnalisation. En fait, personnalisation produit, c'est au cœur de beaucoup de nos business en termes de vente, évidemment. Enfin, ça dépend des secteurs d'activité, bien sûr, mais on comprend l'intérêt facilement. La flexibilité et l'adaptabilité, et puis une aide à la prise de décision. Donc, gain de temps, on l'a mis en vert parce qu'évidemment, dans tous les process de toutes les entreprises, il y a beaucoup d'interventions qui prennent du temps, notamment rien que la notion de calcul pour avoir une information statistique. Jusque-là, quand les statisticiens devaient faire des calculs, ça prenait du temps, etc. Aujourd'hui, avec les outils du machine learning, c'est vrai qu'on peut obtenir des réponses qui sont beaucoup plus rapides en prenant exactement les mêmes la même logique et en plus en avoir une adaptabilité. Donc, l'homme est tout le temps en train de rechercher des gains de temps. En entreprise et dans nos process, on est tout le temps en train d'essayer de voir comment on peut optimiser. Donc, ça me paraît assez important. Et ce qui est assez intéressant que j'ai l'habitude de dire quand on me pose des questions sur l'IA, c'est qu'en même temps, cette notion de temps,
elle vient aussi en frein par rapport à l'adoption de l'intelligence artificielle. Et du coup, il y a beaucoup de projets en fait d'IA ou d'innovation qui ne sont pas lancés en entreprise, justement parce que les personnes en fait manquent de temps pour faire cette innovation. Donc c'est un petit peu contradictoire effectivement, mais c'est un des gains qui est attendu en entreprise. Et je pense qu'on verra tout à l'heure dans les présentations que fait Eric, il y a quand même beaucoup de retours en fait qui mettent en évidence un petit peu soit ces gains, pas toujours en temps, des fois en coût ou en qualité aussi également. Oui, un des éléments aussi qui apparaît à travers l'intérêt de l'IA, c'est l'enjeu financier, bien sûr, avec les perspectives de calcul qui sont calculées par les experts et donc qui se chiffrent dans les années à venir en termes de milliards, voire de dizaines de milliards d'euros. On le voit dès aujourd'hui avec cette intégration, donc surtout la partie machine learning dans l'entreprise, donc les bénéfices qui sont calculés en termes de retour sur investissement, qui génèrent énormément d'argent. On le voit au niveau des startups. La plupart des startups qui se lancent aujourd'hui ont une brique intelligence artificielle dans leur business plan. Et donc, forcément, ce n'est pas que l'IA seule qui va générer cet argent si on arrive à ce succès-là. Ce sera la combinaison toujours avec les autres technologies. Mais l'IA sera un fer de lance et c'est ça qui fait que on a un intérêt particulier aussi aujourd'hui par rapport à ce domaine-là. Et puis, on le voit aussi d'un point de vue, alors là, on parle plus business-entreprise, mais il y a aussi cet aspect au niveau économique. C'est une des slides que tu présentes, Johan, habituellement. Là, effectivement, on vous montre donc la source, c'est aussi Accenture sur une autre étude. En fait, on montre que potentiellement, d'ici 2035, en fait, les scénarios intégrant l'IA dans différents pays, en fait, comment ces scénarios permettraient en fait d'augmenter la croissance. Et donc, bon, évidemment, ça reste des projections en fait, mais c'est des études qui ont été menées très sérieusement et on voit comment l'intervention de l'IA en fait dans l'économie en fait pourrait largement favoriser en fait le PIB. Donc, scénario optimiste, mais néanmoins on va voir avec tout à l'heure les slides que vous présenteront Eric que probablement peuvent devenir rationnels. Tout à fait. Alors on va passer sur la partie chronologie pour voir un petit peu donc les grandes phases qui expliquent l'origine de l'intelligence artificielle. Ouais, alors c'est pareil, je ferai très rapide. Je vais reprendre ce que disait Eric tout à l'heure avec le data mining. Donc, c'est très vrai. En fait, on a vraiment cette logique d'évolution et notamment, si on reprend un peu cet argument, on voit qu'aujourd'hui, on se demande si on parle d'intelligence artificielle des fois ou d'algorithmie. On se rend compte que l'intelligence artificielle naît de l'algorithme en fait. Et si on veut du coup retracer l'histoire un peu de l'algorithme, on pourrait aller jusqu'à moins 5000 avant Jésus-Christ, en fait, avec les Babyloniens qui écrivaient déjà des tablettes qu'on pense un peu sous forme algorithmique. Vers 1900, on a une tablette qui est intéressante, en fait, vers moins 1900, une tablette qui est intéressante parce qu'on a un premier calcul de la racine carrée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez marquant en fait dans l'histoire. Et puis on a vers moins 1800 aussi une tablette en écriture sumérienne et akkadienne. Et on suppose, c'est une liste de triplés pythagoriciens, on suppose en fait que c'est une première forme d'algorithme qui aurait été présentée à cette époque-là. Je vous cite après un petit peu des personnages comme Alan Turing, qui sont l'inventeur notamment de la machine de Turing et qui a posé aussi le test de Turing que vous connaissez peut-être aujourd'hui en fait, qu'on pourrait presque s'amuser à faire de nos jours avec des agents conversationnels comme Siri, OK Google, etc. Et effectivement, l'idée de dire est-ce que l'intelligence artificielle
est arrivée à un niveau de maturité où elle est capable presque de tromper l'homme ou de faire croire presque qu'on discute avec un homme et pas seulement une machine. Donc ça, ce qui est intéressant par rapport à Turing, c'est le fait qu'il pose la machine de Turing et pas mal de concepts d'intelligence artificielle. Autre date intéressante, c'est 1956, où on va évoquer la première fois le terme d'intelligence artificielle. Les personnes qui veulent employer ce terme-là vont pas se battre en fait, mais vont devoir se montrer un peu persuasifs parce que la communauté scientifique à côté est un petit peu hésitante, quoi. Toujours un peu comme aujourd'hui finalement en fait. Donc voilà, je vais passer un peu rapidement, mais comme on a encore d'autres choses à dire. Je vous ai mis aussi ça. Moi, j'aime bien faire des parallèles entre l'histoire et aujourd'hui. Herbert Simon, Alan Newell et Cliff Shaw, en fait, sont les inventeurs d'un programme à l'époque, en 1956, qui s'appelle Logic Theorist. Donc, l'idée, c'est un des objectifs de la conférence de Dartmouth, est de se dire, on peut écrire un programme qui soit capable de résoudre des équations mathématiques, en fait. Ils vont réussir à le faire, ils vont réussir à faire un premier programme qui va voir le jour à cette époque. Cliff Shaw est aussi l'inventeur à l'époque d'un langage qui devient le LIPS, en fait, qui va être très utilisé en intelligence artificielle, qui va se transformer, en fait, et qui sera utilisé à la base de fondement de beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec ce programme-là où on essayait de résoudre des équations et avec le programme Math42. Peut-être certains d'entre vous ont des collégiens ou des lycéens dans leur foyer, en fait, ou ne sont pas très loin des études et ont eu besoin de télécharger ce programme qui a été téléchargé plus de 2 millions de fois, en fait, et qui permet de résoudre des équations mathématiques et qui vient aider des collégiens ou des lycéens dans la compréhension de la résolution de ces problèmes. Donc, c'est intéressant parce que années 56, 65, c'est un objectif. Et puis 2020, en fait, on l'a téléchargé sur notre smartphone et c'est dans la poche. Et ça fait effectivement appel à des algorithmes. Alors, la communication au début du lancement du programme a même fait appel, a même utilisé les termes intelligence artificielle. En tout cas, ça fait appel à des algorithmes et c'était dans la définition des objectifs qu'on cherchait à faire à l'époque. Un autre parallèle que je fais très rapidement, c'est qu'à l'époque, on cherchait à avoir un programme qui puisse aller en termes de trajectoire, en termes de parcours d'un point A à un point B. En fait, c'est un des objectifs aussi de la conférence de Dartmouth. Et puis, en fait, depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années, on a dans nos véhicules ou sur notre smartphone quelque chose qui s'appelle le GPS. Donc, encore une fois, on voit une logique en fait qui est plutôt suivie en fait plutôt qu'une disruption et qui est plutôt alimentée par des progrès technologiques. Donc là, on retrouve donc la période faste, je dirais, de l'intelligence artificielle dans sa phase, on va dire, première récente, c'est-à-dire dans les années 50, 60 jusqu'à 65, c'est ça? Oui, tout à fait. On retrouve ça avec, donc là, j'ai mis Noam Chomsky, en fait, qui est un personnage qui va influencer le NLP, Natural Language Processing. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les pluridisciplinarités, en fait, qui permettent de faire évoluer ce cadre d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est beaucoup les neurosciences, parce qu'on va beaucoup s'inspirer du fonctionnement du cerveau pour faire évoluer les algorithmes. Et c'est aussi le langage. Et donc, Noam Chomsky, en fait, dans les années 60, il réfléchit à comment on peut analyser la syntaxe, la grammaire, etc. C'est un linguiste et il va donner naissance, ça va donner naissance plus tard au fameux Natural Language Processing et nos bots. Années 65, où c'est le premier bot, ELIZA, en fait, qui apparaît aussi. Donc, il y a du parcours de fait depuis, en fait. ELIZA, en fait, c'était simuler la conversation avec un psychologue, un psychothérapeute, en fait. Il est téléchargeable aujourd'hui. On peut regarder comment il a été construit. Voilà. Et puis, je parle un peu rapidement de Marvin Minsky aussi, qui a posé énormément de bases en informatique artificielle. Et donc, un ouvrage qui est plutôt de la science-fiction, en fait, le problème de Turing, et un autre ouvrage, en fait, où il va parler déjà à l'époque il est un peu plus récent celui-ci. Il va parler du lien entre l'émotion, le cerveau humain, l'émotion, et la machine, l'intelligence artificielle, l'émotion. Et aujourd'hui, on a une discipline qui s'appelle le sentiment analysis qui correspond à ça en fait. Et donc, pour compléter, on ne peut pas tout aborder d'un point de vue chronologique aujourd'hui, notamment l'apport des Français dans
dans ces aspects-là. Certains sont connus. Mais ce qu'on voulait repréciser aussi, c'est qu'on a eu en fait un stop à partir justement fin des années 60 sur l'intelligence artificielle parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, notamment des États, l'Angleterre, les États-Unis, qui investissaient beaucoup et finalement étaient déçus par ces premiers résultats. Et donc, il y a eu un peu la traversée du désert de l'intelligence artificielle jusqu'à la fin des années 90 avec la bulle Internet qui, là, a donné un nouvel essor à l'intelligence artificielle qui a été balbutiant. En fait, ce n'était pas si fort que ça, mais ça a été quand même un premier élément. Et c'est surtout depuis une dizaine d'années, avec ces investissements des entreprises, ça a commencé avec IBM et ensuite les GAFAM, donc les Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft, où là, il y a eu de gros investissements récents autour des projets qui intégraient l'intelligence artificielle, combinés avec des investissements forts de certains États comme les États-Unis, bien sûr, et puis des instituts comme le MIT qui investit énormément également avec justement ces industries ou ces États pour essayer d'aller plus loin et de rendre en fait l'intelligence artificielle encore plus efficace et plus concrète, on va dire, dans la réalité des individus. Et donc, convaincu qu'il y a vraiment là quelque chose à construire encore plus fort pour, dans la vie de tous les jours, avoir une technologie au service de l'humain. Ça fait débat, bien sûr, hein, on aura l'occasion d'évoquer rapidement tout à l'heure, mais d'un point de vue positif, de se dire qu'à travers ce type de technologie, on peut vraiment se servir encore plus de la machine de façon plus efficace. Et donc là, par contre, d'éviter aussi l'erreur du passé, c'est-à-dire de s'arrêter en plein milieu en se disant non, finalement, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Ce qui a permis ça, c'est aussi l'arrivée du cloud, bien sûr, et puis la démocratisation, je dirais, des coûts machines. On se retrouve à pouvoir faire du big data à moindre coût, ce qui n'était pas encore le cas il y a 5 ou 10 ans. Donc ça aussi, ça facilite bien sûr l'utilisation généralisée de ce type de technologie. Voilà pour la partie chronologie. Donc le temps passe vite, hein, hélas, donc on est obligé d'avancer. Pour finir sur cette première partie, je vais vous donner un exemple, alors qui est peut-être plus autour du machine learning, mais pour justement mieux percevoir l'intérêt de ce type de technologie du machine learning par rapport à des technologies qu'on utilise habituellement. Habituellement, je donne l'exemple justement de la segmentation client, donc, qui est très utile dans le marketing pour mieux communiquer auprès de ses clients. Premier élément qu'on fait habituellement quand on démarre, c'est qu'on fait des requêtes à travers des critères. Par exemple, l'âge, le genre ou les canaux marketing qui sont identifiés pour se dire, voilà, tel individu, j'ai son mail, j'ai son email, je vais pouvoir communiquer avec lui sur ces canaux-là. Il me les a donnés. Si le client m'a donné des informations sur et m'a donné son autorisation pour pouvoir communiquer avec lui sur les réseaux sociaux, je vais aussi pouvoir m'en servir. Donc voilà, à travers ce type de requête, on peut commencer à communiquer, segmenter ses clients pour affiner, adapter sa communication. Le deuxième niveau qu'on utilise en général en entreprise, c'est l'analytique. Donc l'analytique permet de combiner de manière un peu plus complexe, on va dire, les critères pour avoir des segmentations clients plus adaptées sur le comportement du client, notamment. Il y a du déclaratif, mais il y a aussi le comportement qui sont des critères plus forts. Un client peut dire qu'il aime un produit, mais s'il l'achète, c'est encore plus fort. Et donc, ce type de segmentation, type par exemple la segmentation RFM, c'est résonance fréquence et montant, permet facilement de segmenter les clients en des segments un peu plus adaptés. Ce n'est pas juste 3-4 segments, c'est peut-être un peu plus, et de pouvoir communiquer différemment sur la base de ce type d'analyse. Et puis, le machine learning, on peut avoir deux grands cas d'usage du machine learning. Une segmentation renforcée basée aussi sur le comportement, mais qui va permettre d'aller au-delà des analyses comportementales en insérant notamment des comportements hors de l'entreprise, c'est-à-dire comment mes clients achètent ailleurs, dans d'autres entreprises, pourquoi pas à la concurrence, comment ils se comportent globalement, et donc qui permettent d'avoir des niveaux de segmentation qui vont intégrer le comportement du client et le potentiel du client, la valeur des clients,
dans l'avenir. Et donc ça, ce type de segmentation comportementale, donc c'est le machine learning qui permet d'y arriver. On a parlé d'analyse non supervisée, typiquement c'est ce type d'algorithme qu'on va utiliser. Et puis il y a un autre type d'algorithme qui est appelé supervisé, où là on va se fixer un objectif. Par exemple, mon client a-t-il des chances, des probabilités fortes d'acheter un nouveau produit? Et on va pouvoir là, au-delà de la segmentation, on va carrément scorer l'individu, donc individu par individu, pour lui donner une valeur et pouvoir segmenter les clients au pourcentage près. Si j'ai 1 million de clients, grâce à ce type de scoring, je vais pouvoir en sélectionner par exemple 753 000. Si je considère que 753 000, c'est le niveau où je vais pouvoir rentabiliser au maximum ma campagne marketing. C'est le machine learning qui permet de faire ça. J'ai évoqué le data mining tout à l'heure. Le data mining permettait aussi de faire ce type d'approche-là. L'avantage du machine learning, c'est que je vais pouvoir remettre à jour mes algorithmes beaucoup plus rapidement, tenir compte davantage des dernières informations émanant des clients et donc adapter ma communication si le comportement du client change de manière significative. Et c'est toute cette subtilité dans l'information qui va me permettre justement d'apprendre plus de manière continue par rapport au comportement du client et donc forcément en conséquence, parce que s'arrêter à l'information c'est bien mais ce n'est pas suffisant d'un point de vue business, donc c'est d'aller après adapter ma communication en fonction justement de cette évolution de comportement. Donc c'est la flexibilité, l'agilité et la gestion de la complexité qu'apporte le machine learning par rapport à des technologies, aux technologies précédentes. Donc voilà cet exemple un peu pédagogique qu'on voulait vous donner pour finir cette première partie. Et on va passer maintenant sur la partie cas d'usage, où on va aborder des cas d'usage propres à Oracle, mais avant, on va avoir des cas d'usage plus génériques. Donc sur cette partie-là, j'ai mis cette slide sur la robotique. Johan en a parlé un petit peu tout à l'heure. On associe souvent la robotique avec l'intelligence artificielle. Il peut y avoir des différences. On peut avoir des robots sans intelligence artificielle. Par exemple, dans les drones, il n'y a pas forcément de l'intelligence artificielle. On peut avoir des objets connectés sans intelligence artificielle. Inversement, on peut avoir de l'intelligence artificielle sans robot. Quand on parle par exemple des applications qu'on a tous dans nos smartphones, certaines intègrent de l'intelligence artificielle sans qu'il y ait en soi un robot derrière. Alors le robot, on a tendance à le voir de manière physique comme on le voit à l'écran, mais le robot en fait, il peut être aussi justement dématérialisé, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus justement du RPA, qui est la frontière justement entre la robotique et l'association avec l'intelligence artificielle. Donc de plus en plus de combinaisons possibles, de plus en plus justement de combinaisons entre l'avantage de la robotique et l'avantage de l'intelligence artificielle. Vous pouvez avoir ces différents types de combinaisons, toujours aussi normalement au service de l'homme pour faciliter ses tâches dans son quotidien, en entreprise, et toujours en respect aussi avec la vie privée, ce qui n'est pas toujours évident. On l'a vu avec l'arrivée des assistants digitaux dans les familles, où on avait l'impression qu'il y avait un côté intrusif. Bon, là aujourd'hui, on ne va pas mettre l'accent là-dessus, on va plutôt mettre l'accent sur l'apport business de l'intelligence artificielle, et c'est les cas d'usage que maintenant on va évoquer. Donc là, vous avez la vision, on va dire, globale de cas d'usage qu'on peut rencontrer par industrie. Alors la particularité des cas d'usage par industrie, c'est qu'on a deux grandes dimensions. On peut avoir des cas d'usage qui sont propres à une industrie. Par exemple, la maintenance prédictive, on la rencontre davantage côté manufacturing et côté secteur automobile. Mais on peut le rencontrer aussi dès qu'il y a du matériel à maintenir. Donc c'est transversal. La spécificité en fait d'un cas d'usage dans une industrie, c'est plutôt les données qui vont être en entrée, qui vont faire sa spécificité, et puis les données significatives, les critères discriminants qui vont apparaître, qui vont faire aussi sa spécificité. Et puis, éventuellement aussi, ce qu'on veut expliquer, qui peut être différent, l'objectif, qui peut être légèrement différent forcément d'une industrie à l'autre. Et puis, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a vraiment des cas d'usage qui sont complètement transversaux. Par exemple, on va retrouver le cas de la rétention,
qui peut être décliné, rétention client. Dès que vous avez des clients, ben, vous pouvez l'appliquer d'une industrie à une autre. Donc, on a ces deux réalités en fait à travers les cas d'usage, soit des choses qui sont très spécifiques par industrie. Donc là, il y a les 4 grands domaines d'industrie, plus ces 4 autres grands domaines hein, qui recouvrent à peu près tout, mais qui vont se décliner plutôt que se spécifier d'une industrie à l'autre. Donc, des cas d'usage que nous, on a l'habitude chez Oracle de traiter à travers nos outils. Donc, ça permet de donner une idée aussi de ce qu'on est capable de faire et qui sont relativement standards sur le marché aujourd'hui. L'autre particularité des cas d'usage dans l'entreprise, c'est une classification, on va dire, par département, où là, on est cross-industrie et on va avoir des spécificités, qu'on soit côté informatique, qu'on soit côté ressources humaines, marketing ou finance. C'est vrai que là, on peut avoir vraiment des disparités, surtout côté IT et finance, où on a des domaines très différents. Pourquoi? Parce que côté finance, par exemple, on a des granularités d'informations qui sont liées, par exemple, à la maille temporelle, liées à des granularités de l'entreprise, des aspects financiers qui ne sont pas, par exemple, liés au client final, qu'on va retrouver lui plutôt côté marketing. Côté RH, on ne va pas avoir le client final en B2C, on va l'avoir en B2B. Le client final, ça va être le salarié ou le futur salarié. Donc, on va avoir des logiques différentes donc, au niveau de la granularité de l'information qu'on souhaite expliquer et comprendre. Et côté IT, on va être sur des données alors, liées à la machine. Donc, on cherche à mieux comprendre et prévoir le comportement. Et puis, on va avoir aussi beaucoup de données dites non structurées, des analyses de log, par exemple, qui vont faire la spécificité de l'univers de l'informatique. Et autant le marketing travaille beaucoup avec du machine learning depuis très longtemps, depuis les années 60, 70, 80. La finance aussi, sur certains domaines de la finance. Côté RH et côté IT, c'est plus récent. Côté RH, parce qu'il y avait des problématiques de données qui maintenant sont en voie de résolution. Côté IT, il y avait de la donnée, mais on n'imaginait pas que le machine learning pouvait être utile à ce point-là pour soulager les équipes informatiques. C'est relativement plus récent. Donc voilà, je dirais, le panorama entre industrie et département. On aura l'occasion, bien sûr, de donner des exemples par rapport à ça, en commençant par des exemples Oracle que je vous donne maintenant. À commencer par La Poste, qui est donc une grosse entreprise française, connue de tous, avec des gros volumes de données. Et on a travaillé avec La Poste au départ sur un projet Big Data. Donc, volonté de pouvoir travailler davantage sur leurs données propres. Donc, vous voyez à l'écran, 120 millions d'événements à partir des machines de tri, 20 millions pour le suivi de courrier, 15 millions pour le suivi des colis. Donc, l'idée de La Poste a été de créer un data lab pour déjà mieux ingérer, je dirais, ces volumes de données quotidiens et les associer avec des sources externes. Donc, il y a eu cette création d'un data lab, puis installation d'algorithmes, donc de machine learning, pour pouvoir mieux apprendre ces données et voir ce qu'on pouvait en découvrir. Donc, il y a eu plusieurs cas d'usage que vous voyez à gauche de l'écran autour du machine learning qui ont été testés, notamment sur la prévision de trafic, donc prévoir le délai de livraison sur la route du facteur. Et puis, d'autres cas d'usage qui ont été mis en avant au fur et à mesure, notamment des cas de fraude qui n'étaient pas forcément les premiers cas d'usage envisagés par La Poste, mais en analysant les données et grâce au machine learning, ils ont détecté des ampleurs de cas de fraude assez importants sur les contrats de transfert et les frais de port. Et rien que ça en détectant ces cas de fraude et donc en mettant en place des actions pour les régler, ils ont amorti les frais d'investissement liés à l'ensemble de ce projet. Donc le retour sur investissement, il a été très rapide grâce notamment à la gestion la détection et la gestion des cas de fraude. Et puis, un autre service qui a été mis en place, détecté grâce à ce service, c'est, vous avez sans doute entendu parler du service Veiller sur mes parents, qui est un nouveau service de La Poste. Et en fait, c'est grâce aux associations de l'existant et du potentiel et des préoccupations des clients qu'ils ont détecté justement ce nouveau type de service
qui était vraiment complémentaire par rapport à l'offre de la Poste existante. Et donc, c'est sur la base de ce type de projet que ce service-là est né et donc a été mis en place avec succès pour la Poste. Et puis, un des grands intérêts aussi, c'est justement la rapidité d'exécution, puisqu'il pour les premiers cas d'usage, ils ont pu être mis en place en production au bout de 2 mois. Donc, le fantasme du fait que ces projets-là sont forcément longs a été aussi cassé, y compris sur des problématiques de big data. Donc ça, c'est le premier cas d'usage que je voulais évoquer. Le deuxième, on part en Australie, dans le domaine de l'énergie. Là, sur une problématique justement plus aussi de relations clients, un peu marketing, donc avec Energy Australia, qui est un des acteurs majeurs en Australie, avec un réseau en fait électrique interconnecté qui est le plus long au monde. Et Energy Australia avait une problématique justement aussi d'avoir une meilleure expérience client, plus transparente. Donc, c'est quand même 1,7 million de clients. Et donc, une architecture Hadoop, donc là aussi, donc Big Data, qu'ils voulaient combiner avec leur Data Warehouse classique. Ça, c'est des problématiques classiques aujourd'hui dans les entreprises, de se dire, bon, je pars de mon Data Warehouse, je veux créer un Data Mart, est-ce que je crée une architecture Hadoop à côté ou comment je crée quelque chose de plus hybride, une architecture commune, et comment j'associe justement le machine learning par rapport à ce type de problématique. Donc, c'est ce qu'Energy Australia a mis en place grâce à Oracle. Et là, justement, ils ont pu améliorer tout le processus en fait, d'appel entrant, le traitement des contacts clients, et donc pouvoir adapter la communication aussi et le traitement des clients, donc une meilleure réactivité dans la façon de traiter leurs clients. Et ça a été récompensé par donc, des reconnaissances au niveau justement du service client, puisque en termes de KPI, leur service client a été reconnu comme étant le meilleur service client en Australie pendant 4 ans, récemment, hein, puisqu'on parle de 2015 à 2018. Donc, avec ce type aussi de reconnaissance-là, c'est-à-dire des reconnaissances business donc pour l'entreprise, une meilleure efficacité, meilleure reconnaissance des clients et reconnaissance aussi au niveau de leur marché et en termes de communication auprès du grand public. Ça a aussi ce type de répercussion-là, l'utilisation de ce type de technologie. Le troisième exemple, on part dans le manufacturing avec Mitsubishi Electric, donc qui a voulu pouvoir avoir sur une problématique Smart Industry, Smart Manufacturing, donc comment optimiser les processus machines et humains dans une entreprise. Donc là, des problématiques étaient sur des données temps réel, donc il y avait des capteurs, donc de l'Internet des objets, et ils ont utilisé donc la technologie d'Internet des objets d'Oracle pour pouvoir, Oracle n'est pas fournisseur de capteurs, mais on fournit donc nous, on récupère de l'information de capteurs et on l'a combiné donc après avec nos services d'intelligence artificielle pour améliorer le taux d'exploitation et la productivité et réduire le temps de processus métier. Et puis, vous voyez aussi les machines par rapport aux surfaces au sol. Donc, optimisation, on va dire, des machines déployées dans l'usine. Donc, meilleure occupation, on va dire, des machines dans l'entreprise, en occupation 3D, je dirais, pas qu'une occupation au sol. Et puis, au niveau des comment dire, des humains, aussi une optimisation justement des ressources humaines par rapport à cette amélioration machine. Donc, voilà le troisième exemple que je voulais vous donner. Après, on a des exemples aussi que vous retrouverez, hein, je vous donnerai les slides que vous voyez à l'écran, sur une utilisation, en effet, plus d'imagerie. Donc là, on touche au deep learning, l'utilisation de ressources aussi qui peuvent être différentes. On n'a pas parlé, par exemple, de GPU. On n'a pas parlé de GPU, par exemple, qui sont les ressources qu'on utilise plus que les CPU dans le cadre de l'exploration de vidéos et d'images. On a donc des cas d'usage de ce type-là, et AgroScout, que vous voyez à l'écran, en est un. Donc, ils ont utilisé notre technologie pour pouvoir le faire aussi, donc avec nos GPU, et toutes nos solutions de data science associées pour justement traiter les images en quasi-temps réel, parce qu'ils ont toute une batterie de drones, en fait, pour détecter des anomalies au niveau donc c'est dans le domaine de l'agronomie, hein, pour détecter des anomalies sur des parcelles et pouvoir
comment dire, les détecter plus rapidement et mettre en place les applications derrière sur des dangers prédits grâce au machine learning. Donc, je m'arrête là sur les exemples. On en a d'autres. Là, on va voir plus maintenant la partie offre d'Oracle, rapidement, hein, parce que le temps passe très vite. Donc, sur la troisième partie, donc, je vais faire une brève introduction donc, sur cette partie offre d'Oracle qui va vous permettre de commencer à mieux comprendre comment on peut en fait, utiliser et mettre en place ce type d'algorithme. Et puis, on aura l'occasion hein, de revenir sur et de détailler cette offre d'Oracle le 15 octobre et le 5 novembre. Donc, l'offre d'Oracle, en fait, elle est adaptée en fonction des personas. On va le voir sur une slide plus en détail, mais déjà avec cette slide-là, vous voyez ici sur la partie de gauche, on est ce qu'on appelle le ready to go, c'est-à-dire qu'on est dans une optique de je ne connais rien de l'intelligence artificielle, du machine learning, je suis un utilisateur métier, mais par contre, je veux pouvoir, dans les applications que je vais utiliser, que ce soit les applications liées à la finance, le marketing, l'IT ou les RH ou d'autres domaines, je veux pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. On a ce type d'offre dans nos applications, ce qu'on appelle l'adaptive intelligence. Je vais vous donner un exemple à l'écran juste après, justement d'intégration de cette intelligence artificielle directement embarquée dans nos applications. La particularité, c'est que par contre, on ne peut pas personnaliser les algorithmes qu'il y a derrière. Il faut faire confiance à la machine dans ces cas-là. Par contre, on peut paramétrer certaines options métiers liées à l'utilisation de cette intelligence artificielle, mais les algorithmes sont la propriété d'Oracle et vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas la main sur ces algorithmes. Si vous voulez avoir la main sur ces algorithmes, on va être sur la partie soit du milieu, le ready to work, soit la partie de droite, le ready to build. La différence entre la partie du milieu et la partie de droite, la partie du milieu, vous êtes plutôt dans un usage clic-bouton à la frontière entre les métiers et les profils soit data scientist IT. Et la partie de droite, par contre, là, vous allez être en mode je suis data scientist expert et je veux pouvoir modéliser et donc développer des modèles en langage, quel que soit le langage. Donc, je vais vous montrer des exemples par rapport à ça. Donc déjà, je vous ai dit la partie ready to go avec les applications. L'intérêt, c'est que vous pouvez combiner vos données avec des données externes. C'est automatiquement dans nos applications. Oracle a ses propres sources de données et on peut combiner avec des sources externes que vous souhaiteriez ajouter. On a donc l'utilisation du machine learning pour, in fine, l'utiliser au sein d'applications en fonction des départements. Donc, soit le marketing, avec par exemple la recommandation d'action, côté finance, pouvoir optimiser par exemple les liens avec les fournisseurs, côté CSM, donc toute la partie manufacturing pour pouvoir mieux lier à l'information qui serait captée à travers l'IoT. Et puis, pour HCM, ça peut être par exemple la meilleure identification de candidats potentiels. Donc, ce type de besoin métier, donc avec un usage derrière de machine learning, d'intelligence artificielle, mais en mode boîte noire. Donc, typiquement dans le marketing, c'est ce qu'on fait. Là, vous avez une illustration, par exemple, d'une campagne marketing avec différents scénarios, et on va appeler donc des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans le scénario, et en fonction des critères qui vont être prédits, on va adapter le scénario. Donc, en fonction de votre comportement d'utilisateur, de consommateur, derrière, on va changer complètement la façon de communiquer, et donc l'intelligence artificielle, là, va être un critère comme un autre. Donc, illustration rapide de ce qu'on peut faire. On aura l'occasion, encore une fois, de revenir là-dessus ultérieurement. Si vous regardez la documentation sur vos applications que vous connaissez bien, JDE, PeopleSoft, j'ai rajouté Business Suite, vous avez aussi ce type de communication. On parle d'intelligence artificielle, de machine learning. Deux exemples à l'écran. En général, derrière, quand vous levez le capot, en fait, vous avez notre technologie Oracle que je suis en train d'évoquer, et notamment celle qu'on va voir côté, on va dire, plateforme. Donc, avec la possibilité justement d'aller consommer ces algorithmes qui auront été développés par Oracle et de les rajouter au sein de vos applications. Donc, vos applications intègrent déjà aussi des fonctionnalités plus ou moins élaborées, donc liées à l'intelligence artificielle.
Donc, je vous invite à découvrir ces liens-là. Je vous ai mis les liens, donc vous retrouverez soit sous forme de blog, soit sous forme de communication officielle, ces informations-là. Et si vous voulez aller en savoir plus, en général, on va basculer vers le monde Oracle pour justement vous donner plus de possibilités au-delà de l'utilisation qui est embarquée directement dans l'application. Donc, j'ai parlé du persona, l'expert data scientist qui est tout là-haut, donc qui lui va vouloir coder en Python, par exemple, à travers un notebook, Jupyter, par exemple. Et puis, à gauche, plutôt le monde de l'IT, à droite, plutôt le monde des métiers. Et au milieu, pardon, une population un peu hybride de ce qu'on appelle les citizen data scientists, des data analysts, qui sont utilisateurs de solutions plus clic-bouton à la frontière, justement, entre l'IT, le business analyst et l'expert data scientist. C'est pour ça qu'on parle souvent de mouton à 5 pattes quand on parle du data scientist, parce que souvent, il y a différents niveaux d'expertise qui sont attendus, qui sont très difficiles à trouver chez un même individu. Donc, c'est plutôt une équipe qui va former, en fait, une équipe de data scientists qui va permettre d'être expert dans ces domaines-là. Donc, dans l'offre d'Oracle, l'approche d'Oracle n'est pas de fournir un seul outil, mais différents types d'outils en fonction justement de ses besoins, de ses personas et de leur existant. Donc, par exemple, à gauche, vous avez une offre qui est complètement orientée vers le data scientist expert, qui s'appelle OCI Data Science, qui est en cloud, qui permet de coder avec du Python, mais qui est donc sous forme de notebook, et qui a l'avantage justement de pouvoir être déployé rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans le cloud Oracle et vous pouvez tout de suite enregistrer vos modèles, les déployer sous forme de fonctions directement vers les applications. Là, vous gagnez énormément de temps. La deuxième solution, elle est plus autour de la database Oracle. Elle a l'avantage d'être complètement embarquée dans la database Oracle. Donc, si vous l'avez déjà chez vous, eh ben, vous avez des options qui sont gratuites et que vous pouvez complètement utiliser, déployer chez vous. Donc, on aura l'occasion de revenir sur cet exemple-là dans le 5 novembre et vous donner un exemple par rapport à ça. D'ailleurs, on vous donnera des exemples sur les deux premières parties. Le troisième niveau, le Bring Your Own, c'est quand vous avez déjà des outils existants, concurrentiels à Oracle, soit open source, soit payants, du SaaS, du DataIQ par exemple, et que vous voulez utiliser ce type d'outils avec la plateforme Oracle. Vous avez aussi la possibilité de le faire. On a facilité ce type d'usage dans notre offre. Et puis, on a aussi l'offre analytique d'Oracle, donc vous voyez à droite, en mode clic-bouton, avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle embarquées directement aussi dans l'analytique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que le temps nous manque, il est déjà midi. Cette vidéo-là, qui dure 2-3 minutes, elle vous donne quelques exemples. Je l'illustrerai, je la repasserai ultérieurement. Et puis, les exemples liés à l'OCI Data Science, j'aurai l'occasion aussi de les évoquer le 5 novembre, donc pour vous montrer plus en détail, à travers une démo notamment, comment on va pouvoir justement créer un environnement de projet, des sessions de notebook, appeler ce qu'on appelle des accélératés de data science, des contenus qui ont été développés par Oracle et que vous allez pouvoir utiliser par vous-même pour pouvoir justement développer vos modèles. Donc tout ça, j'aurai l'occasion de le développer ultérieurement. En résumé, ce que je peux vous dire aujourd'hui, donc c'est ce que je voudrais que vous reteniez dans ce premier épisode, c'est qu'on a des offres qui sont adaptées à l'utilisateur, quel que soit son profil. Autre élément important aussi, c'est quelle que soit la taille de votre entreprise, on ne s'adresse pas qu'à des grandes entreprises, et quel que soit aussi votre budget. On peut croire aussi que parfois les budgets sont forcément chers. Non, ce n'est pas le cas. Quand on dit aussi quel que soit votre profil, ça veut dire qu'en fonction des compétences qui existent dans votre entreprise, on peut vous proposer des compétences complémentaires, soit Oracle, soit de partenaires. Et puis une offre qui est complète et modulable, c'est-à-dire qu'on est capable normalement d'aborder tous les types de sujets autour de l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup. Vous pouvez acheter certains services, les activer, les désactiver, en activer d'autres. On verra ça aussi ultérieurement. Et puis une offre aussi qui n'est pas que cloud. On parle beaucoup du cloud quand on parle d'intelligence artificielle, mais il y a aussi une offre on-premise sur Oracle qui est disponible. Et donc la possibilité justement d'avoir aussi un univers hybride de choses qui sont dans les data centers du client et puis des offres qui sont dans le cloud public d'Oracle ou quand on parle d'hybride aussi, on est capable de faire ce qu'on appelle le cloud customer et j'aurai l'occasion de revenir ultérieurement là-dessus. Donc pour compléter ce premier niveau d'information,
on vous a transmis des liens sur des pages dédiées qui existent chez Oracle, donc autour de l'intelligence artificielle, avec des vidéos, d'autres exemples de clients, sur la data science aussi, l'analytics, on a des pages dédiées. On a énormément de webcasts tout au long de l'année, côté France et côté international, qui sont à disposition. Et on a une communauté Oracle qui est dédiée aussi sur ces sujets-là, des formations, on a même des certifications possibles sur ces domaines, et puis une roadmap, bien sûr, qui permet justement d'avoir les prochaines évolutions possibles et envisagées donc dans l'année sur l'ensemble des services. Donc voilà le premier niveau. Si vous ne voulez pas attendre le 15 octobre pour là, les prochaines semaines, vous pouvez déjà tester certains de nos services gratuitement. On appelle Always Free. Donc ce sont voilà, vous pouvez vous inscrire, vous connecter sur le Cloud Oracle pour pouvoir commencer à tester certains de ces services-là. Si vous voulez être accompagné, vous pouvez l'être aussi. Sinon, on aura l'occasion de revenir aussi là-dessus. Et puis, bien sûr, la prochaine étape, c'est le 15 octobre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. On aura l'occasion de faire un focus plus détaillé sur la partie intégration de l'intelligence artificielle côté métier, donc côté finance, HCM donc pour les ressources humaines et puis CX pour le marketing. Et puis un exemple aussi lié à la maintenance prédictive qu'on illustrera à plusieurs à travers donc, les experts Oracle. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je pense que je n'ai pas eu le temps de voir, je pense qu'il y a peut-être des questions pendant que je parlais. Ok, Hélène Napoli a une question, il me semble. J'ai vu qu'Hélène, tu avais levé la main. Alors. Allô? Non, c'était tout à l'heure au début. Okay. Pour vous faire signe que j'étais là. Okay. Mais non, pas de question particulière. Merci. Une question, moi, je pense. Eric, peut-être, oui. Après, si les gens veulent poser des questions, n'hésitez pas. Oui, Jean-Jacques a une question. Jean-Jacques? Alors. Sinon, moi, j'ai une question en fait sur. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs offres qui peuvent être adaptées, notamment si on a plutôt des profils développeurs, ils peuvent avoir directement des outils pour bénéficier de la puissance cloud, etc., à les coder dans un langage qu'ils connaissent. Il y a possibilité aussi de se former. Dans une démarche projet où on serait, par exemple, on aurait nos données, etc., et on aurait volonté en fait d'aller exploiter et d'optimiser des choses. En fait, comment fonctionne l'accompagnement Oracle? Est-ce que ça passe par les partenaires ou est-ce que c'est Oracle directement qui vient faire soit comme une avant-vente, soit comme une étude ou du conseil en fait auprès du client pour se pré-organiser, j'ai envie de dire, par rapport à un projet? Oui, en fait, il y a les trois sont possibles. Donc, il y a possibilité, en effet, sous forme d'avant-vente, d'avoir des experts Oracle qui viennent présenter l'outil, qui peuvent même réaliser des prototypes ou des maquettes sur les données du client. En général, nous, dans ces cas-là, on essaie plutôt d'accompagner les clients. C'est-à-dire, notre objectif, c'est que le client nos interlocuteurs soient les plus autonomes possibles et donc qu'ils puissent faire par eux-mêmes. Et on les accompagne pour éviter qu'ils soient bloqués et répondre à leurs questions qui viennent au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier niveau. S'il n'y a pas d'expertise autour de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, ce qui peut arriver, à ce moment-là, on peut être en mode prototype, où là, on a donc l'équipe du consulting qui peut proposer en mode quick wins, on va dire, donc sur quelques jours, identifier un besoin, un cas d'usage et voir comment y arriver le plus rapidement possible sans se fixer, on va dire, sur l'architecture cible. On va s'affranchir en fait du processus, on va dire où sont les données, quel est l'objectif. Le premier point, ça va être de se dire avoir un prototype quasi opérationnel le plus rapidement possible, avec un maximum d'aide d'Oracle dans ces cas-là. La première version que j'ai donnée était gratuite, la deuxième est souvent payante. Et ensuite, en fait, on a la possibilité, en effet, de s'appuyer sur des partenaires. Donc là, c'est quand on est plutôt en mode projet, à dire au-delà du prototypage, on est déjà plutôt dans une optique de projet et on cherche à créer une équipe et à renforcer une équipe existante. C'est-à-dire qu'on a quelques compétences
dans l'entreprise, mais pas toutes. Et on a besoin d'un support. Donc un support de l'éditeur qui va apporter son niveau d'expertise et qui va être complété avec le partenaire qui, lui, va apporter un support quotidien et qui va être vraiment l'interlocuteur principal dans la régularité. Et Oracle va se positionner là, dans ces cas-là, plutôt comme expert à intervenir ponctuellement dans des phases, on va dire, critiques ou cruciales. Voilà. Donc, on a les trois approches. C'est en fonction des situations qu'on va proposer telle ou telle solution, en fonction aussi du planning, de la complexité et des budgets. J'ai encore une double question, mais si un spectateur a une question, n'hésitez pas. Double question, c'est est-ce qu'en France, déjà, parmi les équipes d'Oracle France, il y a déjà des personnes qui peuvent aider sur ces sujets-là, ou ça va être plutôt sur le plan Europe, etc. Et j'ai envie de dire presque pareil, est-ce qu'il y a déjà des partenaires qui sont sensibilisés à ces approches, parce que c'est quand même assez nouveau. Et on voit bien que ça touche en même temps aux données métiers, donc on imagine vite qu'il faut aussi des compétences peut-être sur soit sur le système ou sur les ERP en fait qu'on voit en interne. Donc c'est un peu effectivement, comme on disait tout à l'heure, pluridisciplinaire, mais ça se voit encore plus là sur les projets qui étaient montrés. Du coup, est-ce qu'en France il y a déjà un vivier de compétences chez Oracle? Oui, oui, on a des compétences locales, hein, j'en fais partie. Qui peuvent intervenir chez les clients. Je fais des interventions clients en avant-vente et on est plusieurs à pouvoir intervenir. On met en priorité donc on fait appel à ce type de profil en priorité parce qu'il y a une proximité et une expertise qui est appréciée. On la complète avec après d'autres profils de Français, mais qui ne sont pas basés en France, mais en Espagne. On a en fait une entité européenne qui est basée en Espagne, à Malaga, avec des profils experts français qui sont basés là-bas. Donc on peut aussi faire appel à eux de manière ponctuelle, où ils nous accompagnent sur certains projets. Après, on a d'autres sources, alors moins francophones, donc plus anglo-saxonnes, qu'on peut solliciter. Et puis, si le côté, la langue est un frein pour nos clients, et ils souhaitent vraiment échanger avec des Français, à ce moment-là, en effet, on va suggérer nos partenaires pour travailler avec eux sur nos différentes technologies. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas juste la compétence, l'expertise sur la technologie liée à l'intelligence artificielle, mais ça va être en effet des combinaisons avec des compétences sur les applications métiers. Donc, tu as parlé de l'ERP, ça va être pareil pour le CX et l'HCM. Et puis la compétence aussi sur l'architecture à mettre en place avec des profils experts qu'on a aussi en France ou si besoin chez nos partenaires et sinon à l'international. Donc voilà, on crée cette hiérarchie, on va dire, du plus local et du plus français au plus international parce qu'on sait que c'est plus confortable pour nos clients, mais en fonction de l'ampleur du projet et de la complexité et des disponibilités, on n'hésite pas non plus à compléter. C'est l'avantage d'une entreprise comme Oracle qui a une dimension internationale. Donc, on peut s'appuyer sur des experts de tout pays pour compléter le dispositif. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit d'ici le 15 octobre, n'hésitez pas à nous les transmettre ou à nous les transmettre le 15 octobre. On y répondra en parallèle puisque là, Yoann et moi, on aura plus de disponibilité le 15 octobre. On ne sera pas les intervenants principaux. Donc, on pourra répondre encore plus à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les reposer via le chat du 15 octobre. Ou si vous ne pouvez pas être là le 15 octobre, le 5 novembre. Et sinon, n'hésitez pas à nous les soumettre via les clubs utilisateurs. On répondra à ce moment-là en décalé. Plus souvent, on récupère une synthèse un petit peu des questions qu'on renvoie un peu avec les réponses aux personnes. Donc, voilà. Donc, s'il y a des questions, surtout là, n'hésitez pas, soit en levant la main via le système Zoom ou en prenant la parole même. Donc c'est dommage parce qu'on a tellement de choses à vous montrer, tellement de choses à vous dire sur le sujet, qu'on est pris évidemment par la contrainte de temps. J'espère que ça vous a plu.
On aura beaucoup de choses encore à vous montrer le mois prochain, au mois d'octobre. Et puis, on alimentera aussi, je pense, sur la toile avec quelques informations complémentaires. Oui, on déposera la version PDF de support donc sur cette page-là. Il y a un espace qui est prévu pour ça. Et on n'hésitera pas en effet à rajouter du contenu si nécessaire. On la fera parvenir aussi aux différents campus des saisies aussi également. Et s'ils ont des questions aussi à nous faire parvenir, on y répondra. Donc le 15 octobre, il y a d'autres expériences clients qui vont être démontrées, les démonstrations et puis tout ce que vous a présenté déjà Eric. Donc, je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour une question ou autre, sinon on va boucler tranquillement puisqu'on a dépassé déjà un petit peu. Oui, tout à fait. Voilà. On a été bavard, on s'y attendait. Hein, mais... Attendez, ça va être très difficile. Donc, donc on va conclure. Moi, je dis simplement merci à Eric pour cette présentation. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus en détail, vous avez vu qu'il y a 2 autres rendez-vous en fait, où on complète avec un focus RH finance et puis avec d'autres cas en fait, qui vont être montrés. C'est possible, comme on aura toujours, même à l'issue de ces 2 rendez-vous-là, beaucoup de choses à dire, qu'on continue le cycle en prenant le temps de détailler quelques exemples, à la fois sur le plan fonctionnel et à la fois sur le plan technique. Donc, merci aussi à tous les saisis, tous les gens du club JDE, du club PeopleSoft et de l'OFO d'avoir participé. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions et des sujets que vous voudriez qu'on développe orientés IA et entreprise. Oui. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite également une bonne journée et puis je vous donne rendez-vous le 15 octobre. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.